Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un article qui traite des contrôles feed-forward et feedback de la parole chez des personnes ayant une dégénérescence cérébelleuse. Alors, nous avons choisi de vous présenter cet article car nous connaissons bien le rôle du cervelet dans le contrôle moteur et la programmation motrice, mais son rôle précis dans le contrôle moteur de la parole n'est pas encore clair, et notamment en ce qui concerne les contrôles feed-forward et feedback. Il nous semblait donc intéressant d'en parler avec vous aujourd'hui. De plus, il s'agit d'une étude assez innovante, étant donné que c'est la première étude à investiguer l'adaptation de la parole chez des personnes ayant une atteinte du cervelet. Alors, avant toute chose, qu'est-ce que sont les contrôles feed-forward et feedback? Le contrôle feed-forward consiste à produire un mot sans avoir de retour sur ce qui a été réellement produit. Donc, comme on voit sur le schéma ici, si nous voulons produire le son A, c'est le contrôleur feed-forward qui va amener les informations nécessaires aux articulateurs afin qu'ils produisent ce son A. Mais il n'y aura jamais de retour sur ce qui a été réellement produit. Pourtant, on sait que dans la parole, avoir un retour est primordial. Et ça, c'est donc le contrôleur feedback qui va jouer ce rôle. Il va prendre en compte ce qui a été réellement produit, va le comparer à ce que l'on souhaitait produire et, si nécessaire, va amener les modifications adéquates. Donc, si par exemple, pour une raison ou une autre, au lieu d'avoir A, nous aurions une déformation et donc nous aurions O, c'est le contrôleur feedback qui se rendrait compte de cette déformation et qui apporterait les modifications nécessaires. Alors, de récentes études ont identifié que le cervelet était impliqué dans le contrôle moteur de la parole et l'étude qui a émis le schéma ci-dessous indique que le cervelet est aussi bien impliqué pour le contrôle feed-forward que pour le contrôle feedback. Alors, donc la question de recherche qui a été développée dans l'article est donc la suivante. Quelle est l'implication du cervelet dans les contrôles feedback et feed-forward pour la parole ? Les auteurs ont donc émis deux hypothèses. La première est que le cervelet serait indispensable au contrôle feed-forward, mais qu'il ne le serait pas pour le contrôle feedback. Au niveau donc du protocole expérimental, donc les chercheurs ont sélectionné 19 participants atteints de dégénérescence cérébelleuse qu'ils ont apparié avec 14 participants contrôle. L'âge moyen des participants était de 61 ans et demi et ils ne présentaient aucun trouble de la parole ou de l'audition. Alors, afin de tester ces deux hypothèses, deux expérimentations ont été mises en place. La première évaluait le contrôle feed-forward et la deuxième évaluait le contrôle feedback. Alors, pour la première expérience, évaluons donc le système feed-forward. Les participants devaient lire à haute voix des mots et une perturbation systématique était apportée dans leur feedback auditif. Cette perturbation consistait à réduire le premier formant de la voyelle « est ». Donc, concrètement, les patients étaient placés devant un ordinateur, un casque sur les oreilles, et il leur était demandé de lire à haute voix des mots comme « aide »,« l'aide », et leur production leur revenait à travers le casque aux oreilles de façon systématiquement modifiée. Donc par exemple, ils disaient « aide » et ils entendaient « id », ils disaient « l'aide » et ils entendaient « lead ». Alors, ce que les chercheurs voulaient savoir, c'était à quel point les participants étaient capables d'adapter leurs paroles face à cette perturbation constante de leur feedback auditif. Donc, au terme de cette expérience, les chercheurs ont comparé deux temps d'expérimentation. Donc, une phase pré-test où il n'y avait aucune perturbation du feedback, donc les patients entendaient vraiment ce qu'ils disaient, et une phase test où là, il y avait une perturbation constante qui était apportée au feedback auditif des participants. Et on remarque que les sujets contrôle étaient capables d'adapter significativement plus leurs paroles lors de la phase test que lors de la phase pré-test. Donc, ils étaient capables d'adapter leurs paroles à la perturbation constante de leur feedback auditif. Les participants ayant une dégénérescence cérébelleuse, quant à eux, étaient aussi capables d'adapter leurs paroles face à la perturbation constante, mais la différence de production de la parole entre la phase pré-test et la phase test n'était pas significative. Les deux groupes étaient donc capables de s'adapter, mais l'adaptation de la parole en réaction à une perturbation constante était plus importante pour les sujets contrôle. Donc, cela montre que les patients ayant une dégénérescence cérébelleuse ont un déficit du contrôle feed-forward et que le cervelet est donc essentiel à ce contrôle feed-forward.
Alors, donc, au niveau ici donc, de la deuxième expérience qui évaluait le contrôle feedback, les conditions étaient les mêmes que pour la première expérience. Donc, on plaçait aussi les participants face à l'ordinateur avec un casque sur les oreilles et on leur demandait de lire des mots comme tech ou bec. Cependant, ici, soit le retour dans les oreilles était le même que la production, donc ils entendaient à nouveau tech ou bec, soit il y avait une perturbation qui était mise en place, donc, et avec soit une réduction du premier formant, donc les patients allaient produire tech ou bec, mais entendre tic ou bic, ou alors une autre condition consistait à augmenter le premier formant, et dans ce cas-ci, les patients allaient produire tech ou bec, mais entendre tac ou bac. Au niveau donc des résultats, on peut voir que aussi bien les patients que les sujets contrôle étaient capables d'adapter leur production suite à la perturbation donc du premier formant. On peut voir lorsque la perturbation était vers le haut que les deux groupes pouvaient compenser cette perturbation en réduisant leur production et en réduisant donc leur premier formant. Et on peut voir que lorsque la perturbation était vers le bas et donc où on réduisait le premier formant, les deux groupes pouvaient s'adapter et augmenter leur production en augmentant leur premier formant. On peut voir donc qu'il y a des réponses compensatoires dans les deux groupes, mais que ces réponses sont plus importantes pour les patients atteints de dégénérescence cérébelleuse, comme on peut le voir sur le graphique en rouge. Ceci nous indique donc que le système feedback est préservé, voire hypersensitif chez les patients atteints de dégénérescence cérébelleuse et qui ne dépendrait donc pas de manière cruciale du cervelet. Au niveau des différents apports et implications cliniques, donc tout d'abord, cette étude nous a permis d'en apprendre un peu plus sur le rôle du cervelet et de ses mécanismes qui étaient impliqués dans la parole. Ensuite, au niveau, notre apport était donc le caractère innovant de cette étude, puisque c'était la première étude qui évaluait le rôle du cervelet sur la parole. Cependant, ce caractère innovant peut aussi constituer une limite, puisque d'autres études menées sur le rôle du cervelet dans le contrôle moteur, ici, n'ont pas relevé les mêmes résultats. Il serait donc intéressant de reproduire l'étude que nous vous avons présentée pour voir si ces résultats sont confirmés ou infirmés. Au niveau des implications cliniques, donc l'étude nous permet, au niveau de la prise en charge, de savoir maintenant que nous pouvons utiliser un système feedback comme moyen de compensation à un système feed-forward déficitaire. Ensuite, au niveau de l'évaluation, nous pouvons maintenant, grâce à l'étude, déduire lorsque, dans l'évaluation, nous démontrons que le système feed-forward est déficitaire, qu'une atteinte cérébelleuse pourrait être liée à ça. Et ensuite, les perspectives futures. Donc, cette étude permet d'ouvrir la voie vers de nouvelles études sur le domaine de la parole et de l'implication du cervelet sur celle-ci. Ce qu'il faudrait donc retenir de notre présentation, c'est que le cervelet est essentiel pour le contrôle feed-forward, mais qu'il ne l'est pas pour le contrôle feedback. Voilà, merci à tous. Que vous avez des questions? Pas de questions? Moi, j'ai une petite question pour vous. Je me demandais par rapport à la présentation qu'on a eue juste avant la pause sur la praxis de la parole dans le syndrome de la fosse postérieure, donc aussi une lésion du cervelet. La praxis de la parole, trouble de programmation motrice. Ici, vous parlez de difficultés au niveau des mécanismes de contrôle forward de la parole. Est-ce que vous voyez un lien? Est-ce que ça a de l'intérêt? Est-ce que vous faites un lien entre notamment la praxis de la parole, le cervelet et les systèmes de contrôle feed-forward? C'est pas une question facile, hein, mais vous pouvez certainement essayer de réfléchir. En soi, ce que l'article montre ici, c'est que donc le cervelet est essentiel pour le contrôle feed-forward. Et donc, dans le cas de la praxis de la parole où c'était le cervelet qui était atteint, logiquement, le contrôle feed-forward devrait être atteint également, mais pas le contrôle feedback comme on l'a vu ici. Donc, le cervelet, vous le traitez comme une entité ou comme une entité composée de différentes zones et sous-zones qui peuvent avoir des rôles différents? En fait, je ne suis pas sûr de savoir de quelle partie du cervelet vous parlez ici. Alors, ça n'a
pas non plus été précisé dans l'article. Bon, c'est vrai qu'évidemment, on sait bien que le cervelet et le cerveau de manière générale sont quelque chose de vraiment complexe, et donc non, c'est certainement des sous-zones qui sont impliquées là-dedans, mais l'article ne précisait pas et nous n'avons donc pas précisé non plus. D'accord. Alors, merci. Alors voilà, j'ai une question par rapport donc au cervelet, par rapport aux troubles cérébelleux dont on a parlé dans une autre étude. On a fait le lien aussi avec le syndrome des exécutifs. Donc ma question était de savoir, quand vous proposez un feedback, est-ce que dans l'article il était précisé si le feedback était uniquement auditif, s'il pouvait être intéressant de le proposer aussi visuellement, notamment s'il y avait également des troubles au niveau de la mémoire de travail verbal par exemple? Ici, c'était principalement auditif, donc ils avaient juste le casque sur les oreilles, mais maintenant, au niveau de la mémoire et tout ça, c'était pas vraiment précisé dans l'article, donc ici, ils se sont vraiment focalisés sur les deux feedbacks et le rôle du cervelet, donc on n'a pas vraiment plus d'informations à ce sujet. Mais donc, si jamais on utilisait cette thérapie, ce serait probablement intéressant aussi de regarder du côté du langage et peut-être du côté neuropsy, pour voir aussi peut-être l'efficacité du traitement. Oui. Voilà. Oui, évidemment. C'est un peu remarque. merci à vous.